Madame la ministre déléguée, Madame Marlène Schiappa, a indiqué que 21 000 électeurs seulement n'auraient pas été rendus destinataires du matériel électoral. Mais depuis dimanche, les remontées de terrain rendent cette estimation peu crédible et beaucoup de nos concitoyens, y compris des parlementaires, mais des élus, nous ont fait remonter les informations démontrant à l'évidence qu'un dysfonctionnement majeur a eu lieu dans la distribution de la propagande électorale. Quelques exemples. En région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, les retours sont que plus de 300 communes ont connu des incidents extrêmement importants. Vous avez mis en cause nommément, il y a quelques jours, les prestataires qui ont été retenus pour l'acheminement des documents électoraux. Les sociétés Adrexo et La Poste, c'est un fait. Dans certains départements, les personnels de ces prestataires ont préféré détruire les courriers plutôt que de les acheminer. Nous sommes permis de projeter quelques images qui viennent de collègues de terrain pour démontrer ce qu'il s'est passé, en tous les cas accréditer les propos qui ont été tenus. Par exemple, en Haute-Savoie, avec l'expédition d'enveloppes brûlées, des enveloppes éparpillées sur les routes de l'Eure, des cartons d'enveloppes non distribués dans l'Ain et dans d'autres départements où ces constats ont pu être également partagés. Ce ne sont que des exemples. Naturellement, cette situation n'exonère pas l'organisation générale et voilà, les images que vous pouvez voir en Haute-Savoie, dans l'Eure, également dans le département de l'Ain. L'organisation des élections dépend bien sûr de l'exécutif. Certains mettent en cause les conditions dans lesquelles le marché public a été conclu, en remettant en cause le sérieux de celui-ci. Certains routeurs n'ont pas été capables de mener à bien cette mission dans une période, j'allais dire, de pré-premier tour, c'est-à-dire sans pression d'urgence majeure, avec un peu de temps. Nous sommes, à partir d'aujourd'hui, engagés dans la préparation du deuxième tour. Les distributions devraient arriver dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, auprès de nos concitoyens. Nous avons évidemment des inquiétudes, et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, nous vous demandons de savoir, à la suite des rendez-vous que vous avez eus, quelles mesures seront mises en place en prévision de ce deuxième tour. L'exercice du droit de vote, c'est l'aboutissement le plus concret du système démocratique. La sécurité de celui-ci, les conditions dans lesquelles la propagande électorale, c'est-à-dire en réalité les professions de foi de tous les candidats, arrivent dans les boîtes aux lettres de nos concitoyens, sont le gage de cette démocratie respectée, aboutie, sécurisée. Ce matin, nous vous demandons de nous donner des explications, en tous les cas à ce stade, celles que vous pouvez nous donner. On organisera une série de questions. Nous savons que vous avez le Conseil des ministres qui suit notre audition. Je demanderai aux collègues de respecter vraiment un délai de 2 minutes maximum pour intervenir. Et nous attendons beaucoup de vous ce matin dans les explications de ce fonctionnement, ou ce dysfonctionnement plus exactement, que certains qualifient dès aujourd'hui de fiasco. Merci de votre attention, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement dans la distribution de la propagande? La réponse est évidemment oui. Est-ce que c'est la seule raison de l'abstention très importante que nous avons vue au mois de juin dernier? La réponse est, à mon avis, pas totalement oui, si vous me le permettez. Je constate d'ailleurs que les pays qui ont mis en place, le débat s'ouvre indépendamment de la propagande, dont je répondrai évidemment devant votre commission, parce que j'ai toujours eu l'habitude de répondre aux convocations des commissions, Monsieur le Président. Des pays qui ont mis en place, par exemple, le vote par correspondance n'ont pas obtenu, à ma connaissance, d'efficacité plus grande dans les taux de participation. En Angleterre, en 2021, pour l'élection des maires, c'est entre 29 et 40% de participation, alors que le vote postal, par exemple, est un vote qui est culturellement mis en avant. Mais il est évident que dans les opérations électorales, la connaissance des documents de propagande, comme on les appelle dans le code électoral, sont importants et permettent l'égalité entre les candidats. Il faut distinguer 2 types d'opérations. La mise sous pli, où on doit avoir l'ensemble des documents qui doivent être dans cette distribution, et puis la distribution.
Sur la mise sous pli, la plupart des préfectures encore sont en régie et grâce à des vacataires souvent de l'emploi public, chacun les connaît, parfois va les visiter à la veille des élections, ça m'est arrivé plus d'une seule fois, y compris d'ailleurs avec les agents des communes. Cette mise sous pli s'est faite dans des conditions que l'on pourrait qualifier de normales, même s'il peut y avoir ici ou là un document de profession de foi qui manque de tel ou tel candidat. Ça nous est arrivé, je crois, et dans des élections précédentes, même si nous constatons que par le manque d'agents de service public, puisque je rappelle que depuis 15 ans, les sous-préfectures et préfectures ont perdu énormément de leur emploi et que pour la première fois depuis l'année dernière, l'emploi des préfectures et des sous-préfectures n'a pas baissé dans notre pays. La Lozère est passée par exemple de 130 agents à 90, si je prends cet exemple précis. Nous sommes passés au ministère de l'Intérieur parfois par des sous-traitants qui ont pu permettre de mettre en place la mise sous pli. Mais le sujet principal, c'est la distribution de la propagande. Distribution de la propagande qui est rendue complexe pour 3 raisons qui sont extérieures et une raison qui est propre à ces élections. Première raison qui est extérieure, c'est évidemment les plis non distribués qui relèvent notamment des listes électorales qui peuvent parfois être mal tenues, et notamment dans les coins les plus urbains. 13% par exemple de non-distribution en Seine-Saint-Denis contre 3% en Lozère. Peut-être que la mobilité des électeurs y participe et la difficulté d'accéder à un certain nombre d'immeubles. Deuxième sujet, c'est évidemment la concomitance de ces 2 élections, dont je rappelle que depuis 1986, on a eu ce débat longuement, la France n'avait pas organisé sur son sol 2 élections en même temps sur tout le territoire national, à l'exception, depuis 1986, puisqu'en général c'était soit cantonal à moitié et régional, soit municipal à moitié cantonal. Là, c'était toutes les départementales et toutes les régionales, à l'exception de la métropole lyonnaise et de la ville de Paris, et bien sûr des sujets qui peuvent intéresser les territoires ultramarins. Donc il y avait un défi logistique qui était important, qui a été souligné, qui a été notamment souligné par un rapport sénatorial, y compris des inquiétudes de la profession, puisque le sénateur Capu, et je ne vais pas vous rappeler le texte de sa proposition de modernisation et de simplification et du rapport qu'il avait mis, avait évoqué déjà en auditionnant ceux qui étaient titulaires du marché leur difficulté de tenir ces élections, surtout dans une période pandémique dont chacun se rappelle sans doute de la discussion que nous avons eue pour savoir s'il fallait maintenir ou pas ces élections. Et puis troisièmement, il y a eu un régime de libéralisation de la distribution de la propagande. Jusque dans les années 2000, c'était les agents de l'État, en lien direct avec la Poste, qui organisaient la distribution de la propagande électorale. Sous le gouvernement de Lionel Jospin, il y a eu 2 directives qui ont été adoptées par le Conseil européen, celle de 1997 et celle de 2002, qui prévoient l'ouverture à la concurrence du domaine postal. Et dans l'ouverture à la concurrence du domaine postal, il y a la propagande électorale. C'est clairement inscrit dans la directive négociée par le gouvernement d'alors. En 2005, par une loi de régulation postale, la diffusion de la propagande électorale est prévue par appel d'offres. Le premier appel d'offres date de 2009. Le deuxième appel d'offres pour la séquence 2013-2016. Le troisième appel d'offres pour 2017-2020. L'ARCEP, qui est l'autorité qui régularise et qui, si j'ose dire, donne le blanc-seing pour accepter de concurrencer un certain nombre d'opérateurs qui avaient manifestement le monopole, comme la Poste, a accordé à la société Adrexo la possibilité de concurrencer la Poste. Et c'est ainsi que, conformément à la loi de régulation, aux directives européennes et au marché public, la société Adrexo a obtenu une partie du marché pour un montant total, mais j'imagine que vous pourrez demander ces documents si vous le souhaitez, d'à peu près 200 millions d'euros. On s'est réparti les régions avec des distributions de propagande, d'une part pour la Poste, d'autre part pour Adrexo. Dans la distribution de la propagande, les difficultés ont été constatées de 2 manières. La première, c'était des envois très tôt dans la campagne pour un certain nombre de candidats. Et même lorsqu'il y a eu des élections législatives partielles, parfois des candidats ont reçu des professions de foi ou des bulletins de vote des élections départementales avant que la législative partielle du début juin n'ait lieu, ce qui a pu entraîner quelques confusions évidemment pour les électeurs. Et de manière générale, des envois notamment pour les départementales bien en amont, parfois 3 semaines avant le premier tour des élections régionales. Si ce cas est déplorable, et moi je l'ai personnellement regretté et nous l'avons déjà fait remonter, le secrétaire général du ministère est à mes côtés et pourrait en témoigner si vous le souhaitez devant votre commission, je constate que le législateur et le pouvoir exécutif d'alors, qui avait rédigé le code électoral, n'a pas mis de borne dans la distribution de la propagande. Donc c'est à bon compte, malheureusement, et peut-être qu'il faudrait y réfléchir pour l'avenir, que les documents, j'en ai parlé avec le président Bussereau, qui m'avait interpellé à l'époque sur ce point,
et quelques élus ont reçu, parfois beaucoup trop tôt, et qui a peut-être contribué sans doute à la discussion, des documents, mais je constate et j'ai découvert qu'il n'y avait pas de borne dans la distribution de propagande électorale. Sans doute est une modification à apporter dans les prochains textes législatifs, puisque c'est de nature législative. En revanche, dans la distribution du document, nous avons constaté de sérieux manquements au marché que nous avons constaté de la société Adrexo, même si, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, notamment une question d'actualité, la société La Poste n'est pas dépourvue de toute critique. D'ailleurs, je remercie les deux présidents, et notamment le président Val, que j'ai reçu en début de semaine, comme vous l'avez vu, qui a effectivement évoqué des améliorations qui étaient possibles, y compris pour la société La Poste, qui pourtant est plus habituée, si j'ose dire, à la distribution de propagande électorale. Puisqu'il y a, et des tableaux sont tout à fait à votre disposition, il y a, pour ce qui concerne la société La Poste, 9% de plis qui n'ont pas été distribués. Ils ne sont pas tous du mauvais travail fait par les 9% des plis non distribués. Ça peut correspondre aux personnes qui sont décédées, qui ont déménagé, la liste électorale qui n'est pas tenue, mais la moyenne n'est pas de 9% normalement. Et nous aurons l'occasion sans doute d'en reparler. Nous avons même ce pourcentage de non-distribution par département et par région que je peux tout à fait fournir, Monsieur le Président, à votre commission. En revanche, pour la société Adrexo, nous avons constaté ce que vous avez pu montrer, Monsieur le Président, qui n'était pas le cas pour la société La Poste, des documents qui étaient entreposés par terre, parfois mis dans des poubelles, parfois, cas exceptionnel, mais enfin cas quand même, brûlés, avec évidemment des images qui nous sont remontées et qui ont été évoquées par les réseaux sociaux. Dans ma propre commune, la maire de ma commune n'a pas reçu la propagande électorale. Donc je suis bien placé effectivement pour vous dire qu'en effet, et pourtant c'est la région Hauts-de-France qui était concernée par la société Adrexo, cette propagande n'a pas été faite dans les règles de l'art. Plusieurs raisons ont été apportées par la société Adrexo, vous les avez pas vues médiatiquement, ils ont connu manifestement une attaque informatique, ils sont passés par beaucoup de vacataires. Peut-être que ce marché était finalement trop gros pour eux, mais chacun connaît aussi la société Adrexo et son professionnalisme normalement dans la distribution de documents. Ce n'est pas une société nouvelle. Il faudra bien se poser ces questions. J'ai refusé pour l'instant, Monsieur le Président, et je reviendrai aux solutions, d'en tirer toute conclusion sur le marché public devant une société qui est manifestement pris devant une difficulté. Et l'important est de réussir le second tour des élections. Et j'en tirerai personnellement des conséquences au lendemain de ce second tour, puisque c'est le même marché qui organise l'élection présidentielle et qu'il n'est pas question d'avoir la même, me semble-t-il, assurance, même si, à l'élection présidentielle, les choses seront peut-être un peu plus simples, puisqu'il n'y a qu'une seule élection en même temps ce jour-là, jusqu'à preuve du contraire, sur ces dates du mois d'avril que désormais tout le monde connaît. La distribution du marché a été donc divisée en grandes régions. Je voudrais ici vous les citer. Auvergne-Rhône-Alpes, c'était la société Adrexo. Bourgogne-Franche-Comté, Adrexo. Bretagne, La Poste. Centre-Val de Loire, Adrexo. La Corse, La Poste. Grand Est, Adrexo. Hauts-de-France, Adrexo. Île-de-France, y compris Paris, La Poste. Normandie, Adrexo. Nouvelle-Aquitaine, La Poste. Occitanie, La Poste. Outre-mer, La Poste. Pays de la Loire, Adrexo. Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Poste. Donc le marché a été saucissonné, si j'ose dire, en deux, à part égale de population, pour un montant à peu près similaire de marché public. Une fois que je vous ai dit ça, Monsieur le Président, dès les premiers dysfonctionnements, le secrétaire général du ministère, à ma demande, a non seulement contacté les prestataires, puis leur a écrit, les courriers à votre disposition, puis les a convoqués pour leur dire effectivement que ça n'allait pas du tout. Au lendemain de l'élection du premier tour, j'ai convoqué moi-même donc les deux sociétés en même temps. Je leur ai demandé donc des propositions d'amélioration, notamment dans la remontée d'informations où les gens n'avaient pas reçu leur propagande. Depuis lundi soir, cela est mis en place. C'était un peu le cas, ce n'était pas le cas partout, notamment en lien direct avec, bien sûr, les préfets, mais les sous-préfets. J'ai demandé aux sociétés d'écrire directement au maire pour le signaler. J'ai demandé aux sociétés de mettre en place des moyens alternatifs de distribution de la propagande lorsqu'ils n'accédaient pas à certains immeubles, et de rappeler évidemment aux sous-traitants leurs obligations. Et effectivement, à 4 jours, maintenant 3 jours, du second tour de l'élection régionale et départementale, si nous pouvons améliorer un certain nombre de choses, on ne fait pas une logistique pareille, évidemment, avec des sociétés qui connaissent ces difficultés, dont nous tirons toutes conséquences. Ce qui est, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, ce qui est étonnant dans notre système électoral, c'est que nous sommes un des seuls pays à fonctionner encore avec ce type de propagande électorale distribuée ainsi. Depuis longtemps, le ministère de l'Intérieur, et cela a été le cas de beaucoup de mes prédécesseurs, j'ai regardé les archives, ont proposé la dématérialisation d'une partie de la propagande, au moins de ceux qui ne souhaitaient pas la recevoir en papier.
Le législateur et le pouvoir exécutif l'a toujours refusé. Nous constatons aussi que parmi les taux de participation qui ont été très bas, 87%, chacun a vu ce chiffre, des gens de moins de 35 ans n'ont pas participé à l'élection, alors qu'il est de coutume de penser, peut-être que c'est un a contrario qui est un peu trop facile, mais que c'est plutôt les personnes les plus âgées qui lisent la propagande et les personnes les plus jeunes qui s'informent sur Internet. Donc on peut considérer aussi que la question de l'abstention tient à un effet de génération qui n'est pas tout à fait lié à l'utilisation de la propagande, mais je reste effectivement persuadé que le chiffre de 1% qui a été donné par la société Adrexo et de 0% donné par la société La Poste, ce qui a permis à Mme la ministre déléguée d'évoquer ce qu'avaient dit les sociétés, ce n'est pas le chiffre que nous retenons bien évidemment, sinon je n'aurais pas convoqué ces dirigeants et nous n'aurions pas fait plusieurs alertes devant à la fois l'opinion et avant l'opinion, qu'effectivement nous avons un certain nombre de problèmes de distribution qui est bien largement supérieur à ce pourcent de la société Adrexo en tant que telle. Nous ne connaissons pas encore exactement aujourd'hui le cas, ce n'est pas à nouveau. Je prends le cas de la société de La Poste qui, lors du dernier scrutin, n'a pas distribué l'intégralité des propagandes électorales, par exemple, dans la commune d'Annecy. Un représentant de ce département, il pourra en témoigner. Il y a toujours eu des erreurs dans la distribution de propagande électorale, mais à ce niveau de non-distribution, il est évident que ce n'est pas le cas et que nous devons particulièrement le regarder. Voilà ce que j'allais vous dire, Monsieur le Président, en apportant à votre connaissance ces tableaux si vous le souhaitez. J'ai demandé également aux sociétés de nous communiquer par écrit quelles ont été leurs difficultés. J'ai à votre disposition d'ailleurs leur courrier et j'ai évidemment les courriers que je leur ai écrits ou que le secrétaire général du ministère chargé des élections leur a écrit bien en amont de la convocation de cette commission et bien avant du premier tour des élections régionales et départementales. Merci, Monsieur le Ministre. Vous évoquez les erreurs que nous avons connues. Nous en avons connu dans les élections, bien évidemment. Peut-être pas de cette ampleur, mais en la circonstance, compte tenu des images que nous venons de voir, il s'agit de véritablement de fautes graves, compte tenu des attitudes, des comportements tels qu'ils ont été constatés. C'est-à-dire que les choses sont de nature, me semble-t-il, différente. Très accessoirement, j'attire votre attention sur le fait que, notamment, dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille en particulier, 34 bureaux de vote n'ont pas ouvert sur les 481 bureaux. Certes, c'est à l'initiative des élus locaux que dépend cette organisation. Cela dit, ils le font dans le cadre de leur fonction de représentant de l'État. Sur ce point-là, les préfets ou le préfet, en la circonstance, ont-ils été avertis et veilleront-ils naturellement à l'occasion du prochain scrutin de la bonne tenue de ces bureaux de vote? Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Puisque vous me permettez de l'évoquer, je voudrais d'ailleurs souligner en amont le très grand professionnalisme des maires de France et des agents de préfecture qui ont tenu un double scrutin dans des conditions absolument exceptionnelles. Et tous les bureaux de vote de France, et d'outre-mer ont ouvert avec des bureaux qui sont conformes aux recommandations du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Tout le monde, tous ceux qui ont pu l'être, ont pu être vaccinés, tous les autotests étaient disponibles, et y compris dans les inondations que nous avons connues la veille, je pense à l'Aisne, je pense en l'Essonne, des bureaux de vote ont été tenus alors que parfois des mairies ont été détruites, ce que j'ai constaté moi-même hier soir dans un déplacement. Effectivement, seule une trentaine de bureaux de vote de la ville de Marseille n'ont pas ouvert à l'heure, 34 exactement, sur 481 bureaux de la ville de Marseille. Et le préfet a été averti à 6h30 du matin, le dimanche, que 34 sacoches, c'est-à-dire ce que les présidents de bureaux de vote, chacun le connaît ici évidemment, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, n'avaient pas été retirées, non pas du fait de la préfecture, mais évidemment, en tout cas c'est ce que nous constatons, du fait de la ville de Marseille, dont j'ai bien compris qu'elle agissait au nom de l'État, en tant qu'agent de l'État, puisque chacun sait, et je le répète souvent, parfois ça est l'objet de discordance avec un certain nombre d'entre vous, que les maires sont à la fois élus et agents de l'État, par ailleurs, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et sur ces 34 présidents de bureau de vote, 12 présidences immédiatement ont été remplacées par des agents de la préfecture de Marseille, que je voudrais ici remercier, qui ont été réquisitionnés sur l'autorité du préfet, et d'autres ont pu être réouverts grâce à l'action notamment de la ville, qui a pu convaincre un certain nombre de bureaux de vote, dont nous comprenons, mais peut-être que le préfet pourrait davantage compléter mes propos, dont nous comprenons qu'il s'agissait d'un changement d'affectation de tenir les bureaux de vote ici plutôt qu'ailleurs, dont vous savez sans doute, pour avoir composé parfois les bureaux de vote, que certains élus sont très attachés aux bureaux de vote où ils ont l'habitude de présider, et que ces habitudes n'ont manifestement pas été totalement respectées par ceux qui, à l'époque, ont voulu désigner tel ou tel président de bureau de vote dans tel ou tel bureau.
Voilà qui est la raison. Ils ont quand même pu réouvrir, même s'ils ont réouvert effectivement avec du retard, parfois jusqu'à 12h10 pour une partie de ces bureaux, c'est-à-dire une matinée entière, ce qui était bien tout à fait déplorable. Merci, monsieur le ministre. Je vais donner la parole. J'ai 8 demandes de parole. Vraiment, on se tient aux 2 minutes pour la question. J'ai le chronomètre, je surveille. Donc, je ferai un peu la police de la séance. Je vous prie de m'excuser par avance. Monsieur Jérôme Durin et ensuite monsieur Denis Wattebled. Monsieur le ministre, monsieur le président, je tiens d'abord à remercier le président Buffet d'avoir soutenu l'idée du président Kanner d'une commission d'enquête sur les faits qui nous réunissent aujourd'hui. Je veux témoigner des grandes difficultés que nous avons connues dans une région particulière, la région Bourgogne-Franche-Comté, où il est évident que cette distribution très aléatoire et très insuffisante de la propagande électorale a influé sur le comportement électoral des citoyens, puisqu'on a eu des remontées toute la journée sur ce fait. Je m'étonne de la mention à 2 reprises par le ministre du double scrutin, comme si c'était quelque chose d'assez difficile, insurmontable. Si pour l'État un double scrutin est de nature à être une très grande complexité, il ne faut pas organiser double scrutin. Voilà, soit on peut le faire, soit on ne peut pas le faire. Je veux aussi témoigner de ce qu'on entend dans les préfectures, du personnel préfectoral qui parfois témoigne d'un sentiment de honte, parce qu'il y a la question de l'élection elle-même, et puis il y a quand même l'image de l'État qui n'est pas capable d'assurer le cœur de ses missions. Alors, quelques questions très précises. Qui ici a reçu la propagande électorale? On est très nombreux à ne pas l'avoir reçue. Donc, moi, je ne comprends pas ce chiffre des 21 000. Ça doit être hors taxe. Et les taxes doivent être élevées en l'espèce parce que dans beaucoup de nos départements, les chiffres sont immenses au niveau des retours qu'on a eus. Deuxième question, à plusieurs reprises, le ministre a mis sur le même plan Adrexo et La Poste. Donc j'aimerais qu'on ait des éléments très documentés, très qualifiés sur les retours. Je suis très surpris de cette mise sur le même plan de 2 sociétés qui n'ont pas les mêmes retours visiblement. Et puis, dernière question, un petit peu plus anodine, mais un des dirigeants d'Adrexo, Frédéric Ponce, a déclaré que 4 personnes avaient impacté sa vie. Ses parents, Jeff Bezos et M. Macron. Est-ce que vous savez pourquoi il cite M. Macron? Est-ce que c'est un rapport avec les marchés qui ont été passés par l'État? Merci. Merci, monsieur Durin. Monsieur Wattebled. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre de l'Intérieur. L'abstention était importante, c'est vrai, mais on ne doit pas, dans ce cas-là, mettre ça sur les professions de foi en disant voilà, il y a eu un manque à gagner parce qu'il y a eu plus de 20 000 professions non distribuées, mais quand même, ça fait un peu tâche. Parce qu'on part sur une élection importante, avec une faible participation, et surtout, quand on voit ce peu de participation, on se dit, effectivement, il ne faut pas en rajouter. Moi, ma question est différente. Elle pose ça d'abord sur les critères de choix dans l'appel d'offres des prestataires. Quels sont les critères de choix pour la retenue des prestataires? Et surtout, quelles seront les sanctions en fonction de ce qui se passe? Parce que 200 millions, c'est quand même un marché important, c'est pas rien. On sait que La Poste ou Adrexo font appel quelquefois en dernière minute à des sous-traitants ou peut-être, ou ce qui est de la sous-traitance d'ailleurs, et peut-être à des gens qui sont appelés en renfort, peut-être pas formés. Il n'est pas facile de faire un secteur de distribution, on le connaît. Et puis aussi, peut-être, on avait La Poste avant qui était un organisme, je veux dire, parapublic. Il y avait un sérieux. Et est-ce que la désorganisation de La Poste ne permet pas amener justement à cette non-distribution? Parce que quand on regarde La Poste, on se rend compte que même pour des courriers classiques, on a des gros problèmes. Donc est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation? Est-ce que l'État ne doit pas reprendre en main justement cette mise sous pli, cette distribution? Enfin, cette mise sous pli a été bien faite puisque ça a été dans les préfectures, mais cette distribution, est-ce que La Poste ne doit pas prendre la main et refaire ça d'une façon plus rationnelle? Merci, M. Wattebled. M. Kanner, se prépare Mme Kuckerman. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, on vient de vivre une situation sans précédent dans notre République et, Monsieur le Ministre, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous aviez été interrogé lors d'une question d'actualité sur les dysfonctionnements déjà constatés sur les petites, entre guillemets, élections législatives partielles. Donc on avait déjà des premiers éléments qui montraient que peut-être nous allions dans le mur et nous y sommes allés en klaxonnant. Le mot de fiasco est utilisé par le Président, je le partage. L'État a failli. L'État a failli dans ce dossier. Il est vrai que les 32 millions de Français qui ne sont pas allés voter ne sont pas allés voter uniquement pour cette question technique. Mais ça n'a pas encouragé. Moi, j'ai rencontré dans les bureaux de vote que je fréquente habituellement dans mon canton, j'ai rencontré des personnes âgées qui m'ont dit, Monsieur Kanner, on n'a pas pu préparer notre vote. Parce que d'habitude, elles préparent leur vote avec le bulletin qu'elles reçoivent à l'occasion des plis sur les professions de foi. Donc fiasco sur les régionales, mais fiasco aussi sur les départementales. On a reçu, et ça a été dit, les
documents électoraux avant même l'ouverture de la campagne officielle. Alors qu'en principe, les professions de foi, même si c'est ringard, vous l'avez quasiment dit, Monsieur le Ministre, les professions de foi papier, c'est le dernier document qu'on reçoit à 2 ou 3 jours avant l'échéance, qui permet de déterminer son choix réel. Donc l'État est le donneur d'ordre. Vous êtes le donneur d'ordre, et donc la question que je voudrais vous poser, elle est simple. C'est tout d'abord, est-ce que vous considérez que la sincérité du scrutin est entachée ou au moins partiellement entachée? Deuxièmement, est-ce que vous considérez que vous avez pris les bonnes mesures entre les alertes des élections législatives et le premier tour des élections départementales et régionales pour éviter justement les mêmes désagréments qui se sont malheureusement produits? Et troisièmement, Monsieur le Ministre, et vous ne l'avez pas du tout évoqué, mais je peux bien le comprendre, est-ce que vous estimez qu'il y a une responsabilité du ministère de l'Intérieur dans ce dossier, et donc votre responsabilité personnelle, bien évidemment? Merci, Monsieur Kanner. Madame Kuckerman, puis ensuite Monsieur Bas. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je crois que ce n'est pas qu'un simple problème d'adressage auquel nous avons été confrontés, mais bel et bien, en tout cas, à une non-distribution de fait manifeste, voire parfois même à une destruction de ce qu'on appelle le matériel officiel. Cela pose un véritable souci dans l'organisation des missions. Cela pose un véritable souci démocratique et bien évidemment, si la question n'est pas de renvoyer cette situation pour justifier uniquement l'abstention de dimanche dernier, force est de constater que, vous voyez, quand il y a 3 voix d'écart entre des candidats, et donc la question de la qualification d'un deuxième tour à une élection cantonale se pose, on peut tout de même s'interroger sur est-ce que oui ou non, si le matériel avait été envoyé dans les temps, les résultats eût été les mêmes au vu des nombreux témoignages que nous avons eu les uns et les autres de gens qui, effectivement, ont découvert, se sont mis étaient en difficulté, n'avaient pas leurs habitudes, etc. Et une élection, c'est aussi toutes ces habitudes. Alors oui, vous avez raison. La libéralisation du marché fait qu'aujourd'hui, le groupe Adrexo, avec ses 17 300 temps partiels de distributeurs, dont la spécialisation n'est pas la distribution adressage. C'est une distribution toute boîte, mais pas forcément avec un adressage spécifique, pose aujourd'hui un réel souci dont il est temps de tirer les enseignements. Nous vous avions également fait un certain nombre de remontées en amont. On peut donc regretter que dans les quelques jours qui ont précédé, il n'y ait pas eu plus de popularisation sur, par exemple, ce site internet sur lequel il y avait l'ensemble des professions de foi, qu'il n'y ait pas eu des mesures prises pour contourner cette difficulté. Et permettez-moi, mais le mail des préfectures un vendredi soir nous demandant d'informer les électeurs de regarder leur boîte aux lettres le samedi après 18h parce que la distribution continuerait est un peu malvenu, parce que si nous avions eu les moyens de contacter tous les électeurs en amont, bien évidemment, il n'y a plus besoin de distribution de matériel officiel. Monsieur Bas. Monsieur le ministre, des millions de Français se déterminent chez eux après avoir lu les professions de foi ou confirment leur choix après les avoir lus. C'est dire que les défaillances graves, générales et sans précédent qui ont été constatées ces derniers jours ont nécessairement eu un impact important sur le déroulement du scrutin. Nous ne sommes pas ici pour discuter des causes multiples de l'abstention. Il faudra le faire, ça n'est pas le moment. Nous sommes ici pour vous entendre vos explications sur ces défaillances. Et je dois dire que les explications que vous nous avez données ne m'ont pas convaincu. Lionel Jospin a bon dos et les directives européennes ont bon dos. Ça fait 20 ans qu'elles s'appliquent. Deuxièmement, contrairement à ce que vous avez dit, en 2008, il y a eu un scrutin cantonal et un scrutin municipal en même temps. Aucune difficulté du type de celle que nous constatons cette année. Enfin, les inscriptions sur les listes électorales. Mais monsieur le ministre, c'est vous qui avez mis en œuvre le nouveau système d'inscription qui est justement destiné à fiabiliser les inscriptions sur les listes électorales. Alors soyons sérieux. Quand il y a des appels d'offres, encore faut-il que les cahiers des charges soient suffisamment précis. Et la question que je veux vous poser, elle est double en réalité. À combien évaluez-vous le nombre d'électeurs qui n'ont pas reçu les professions de foi? Vous avez dit tenir des documents à notre disposition. Vous vous exprimez ici en public. Je veux entendre ce nombre. Deuxièmement, si c'était à refaire, monsieur le ministre, que feriez-vous pour éviter ce fiasco? Merci, monsieur Bas. Madame Goulet, puis monsieur Kerrouche. Madame Goulet. Après, il m'en reste encore 2.
Madame Goulet, disparu. Monsieur Kerrouche est prêt. Alors, si Monsieur Kerrouche m'entend. Je suis là. Je suis là. Allons-y. Pardon. Oui, vous dire que dans l'ordre, les choses se sont très mal passées en matière de distribution, que la préfète a en revanche très bien réagi puisqu'elle a mis les professions de foi sur le site de la préfecture. Donc ça, c'était formidable. Mais moi, je voudrais savoir deux choses. Un, est-ce que le ministère a été prévenu de l'attaque informatique de la société? Parce que c'est facile de trouver un argument après, mais est-ce que vous avez été informé en temps réel de cette panne informatique? Et deuxièmement, je rejoins ce qu'a dit Cécile Cukierman, qu'est-ce qu'on va faire de la perte de chance? Parce que déjà, les gens n'étaient pas très motivés pour aller voter, mais ce n'est pas le sujet de l'audition d'aujourd'hui. En revanche, nous avons aussi beaucoup de témoignages de gens qui ne sont pas allés voter simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu cette propagande. Quand les candidats sont dans des situations de proximité en raison des résultats du premier tour, moi je considère que la question de la perte de chance va se poser et éventuellement de l'invalidation d'un certain nombre de scrutins. Quelle est votre opinion sur le sujet? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Goulet. Monsieur Kerrouche, puis Monsieur Darnaud. Merci. Je coupe la vidéo pour être bien entendu. Monsieur le ministre, d'abord une remarque. Vous avez continué à dire aujourd'hui que le vote par correspondance n'était pas une solution. On aurait pu penser à un petit peu plus d'humilité au vu de ce qui s'est passé dimanche. Vous avez pris l'exemple de l'Angleterre. C'est facile de prendre un exemple qui ne fonctionne pas. Le gouvernement local anglais n'a pas du tout la même importance que le gouvernement local français. Moi, je peux vous citer beaucoup d'exemples dans lesquels, notamment en Allemagne, le taux de participation est accru à cause du vote par correspondance, mais ce n'est pas le sujet. Monsieur le ministre, vous avez imposé pendant, j'ai fait partie du comité de suivi des élections, vous avez imposé des délais pratiquement impossibles pour tenir les délais en ce qui concerne les élections départementales et donc assurer un séquençage des élections. Donc je ne pense pas que le problème soit vraiment là. Le problème de l'acheminement a été souligné de multiples fois pendant l'ensemble de ces comités. À chaque fois, la DEMAT nous a dit que c'était relativement marginal. Donc la question est toute simple. Quand avez-vous alerté sur les difficultés, parce qu'elles sont remontées assez vite, et quelles mesures effectives vous avez prises avant le premier tour pour éviter cette situation? Merci. Merci, Monsieur Kerrouche. Monsieur Darnaud, puis Monsieur Hervé. Après, le ministre aura la parole. Monsieur Darnaud. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi, je veux revenir sur la question de l'anticipation. Vous-même, vous l'avez souligné en précisant que, s'agissant singulièrement des élections départementales, nombreux sont nos concitoyens qui ont reçu cette propagande électorale de façon très anticipée. Donc, de la même manière, il eût été possible de redresser la barre quand on a constaté qu'à certains endroits du territoire, cette propagande n'avait pas été distribuée. D'ailleurs, je veux revenir sur les propositions nombreuses que nous avons formulées depuis longtemps ici même à la Commission des lois, convaincus que la situation particulière issue de cette crise sanitaire pouvait générer ce type de dysfonctionnement et qu'à aucun moment on n'a eu le sentiment, ni même lors de la commission de suivi qui devait permettre d'organiser au mieux ces scrutins et dont les demandes ont souvent été balayées d'un revers de manche. Je pense notamment à la question des problématiques d'approvisionnement du papier qui a donné lieu à des réponses très tardives, à la question de tout ce qui concernait le matériel de propagande. Monsieur Kerrouche l'a souligné sur le fait que cette fois-ci, il a fallu, notamment pour les élections, encore une fois, départementales, fournir ce matériel de propagande pour les candidats de façon très anticipée. Donc comment se fait-ce qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas pu, avec certains outils, on parlait de l'outil Internet, mais d'autres moyens de propagande, redresser la barre dès lors que nous avons constaté, et de façon assez tôt, le problème de l'acheminement de cette propagande électorale. Et ma deuxième question, c'est comment pouvons-nous encore, puisqu'il y a un deuxième tour, et j'aime à le souligner, redresser la barre avant vendredi, parce qu'on entend ci et là que le matériel de propagande pourrait même être distribué ce week-end, ce qui ne manque pas de nous interpeller, parce que rares sont nos concitoyens qui vont ouvrir et relever leur boîte aux lettres le samedi ou le dimanche matin. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Darnaud. Monsieur Loïc Hervé, qui est en visioconférence. Et merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans la droite ligne de ce qui a été dit par Mathieu Darnaud à l'instant,
moi je considère que l'exploit est à réaliser devant nous, puisque la propagande des élections départementales ayant été distribuée il y a maintenant plus d'un mois, celle des régionales est arrivée, quand elle est arrivée, juste avant le premier tour. Mais là, vous avez effectivement un exploit à réaliser. Enfin, les sociétés ont un exploit à réaliser en cette fin de semaine. Donc ça, c'est une vraie difficulté. J'aimerais savoir de quelle manière vous prévoyez cette distribution. Bon, Annecy a été évoqué par le président, par vous-même. Évidemment, on a un département extrêmement concerné et c'est à ce titre-là aussi que j'interviens. Et enfin, un sujet très pratique qui est la question des accès aux copropriétés. C'est vrai qu'il est aujourd'hui plus compliqué d'accéder aux boîtes aux lettres qu'autrefois. Pour ceux qui ont fait un peu de tractage militant ces dernières années, ils le savent. Qu'est-ce qu'on met concrètement en place dans la loi et eu égard à cette distribution des documents électoraux pour que, autrefois, les facteurs disposant d'un passe postal pour accéder aux boîtes aux lettres, comment est-ce qu'on fait pour que cette distribution puisse avoir lieu? Voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Ministre, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez dit que 9% des plis acheminés par la Poste n'étaient pas arrivés. Quel est le pourcentage des plis dévolus à Adrexo qui ne sont pas arrivés? Merci, Monsieur Sueur. Et pour terminer, Monsieur Alain Richard. Monsieur le Président, très brièvement, d'une part, je voudrais apporter une indication à la suite du propos de certains collègues. Moi, je considère, pour avoir assisté à toutes ces réunions, que la commission de suivi qui a été mise en place par le ministère de l'Intérieur et présidée par Jean-Denis Combrexel a rempli très correctement sa mission et que, à chaque fois qu'un sujet ne relevant pas de la loi, a été soulevé lors de ces réunions hebdomadaires ou par mail, puisqu'elle fonctionnait un peu aussi en permanence, les meilleures réponses, les meilleures diligences ont été apportées par les services du ministère et le cabinet du ministre était représenté. Moi, la question que je voudrais poser au ministre, puisque nous sommes dans un état de droit qui ne va pas changer, c'est-à-dire que la distribution de courrier est maintenant une activité de marché qui restera en situation de concurrence, sachant que cette opération unique, très contrainte, ne présente que très peu d'intérêt économique pour les acteurs privés. Ce qui explique que, alors qu'il y a des centaines de millions d'euros à gagner, à recevoir en tout cas, il y a eu un seul candidat qui s'est manifesté en dehors de la Poste. Que peut-on mettre de plus dans le cahier des charges pour éviter, ou en tout cas pour rendre sanctionnables, les manquements auxquels qui ont été relevés? Et puisque la question, le ministre y a fait allusion, la question s'est posée il y a 2 ans, de savoir si on devait ou non conserver le délai d'1 semaine entre les 2 tours, en particulier dans ce cas d'élection double, s'il n'y a pas à revoir la position qui a été prise par le gouvernement et qui a été suivie d'ailleurs par le Parlement, et d'étendre l'écart entre les 2 tours à 2 semaines. Merci. Merci, Monsieur Richard. Voilà, Monsieur le Ministre, 11 interventions, autant de questions. Je vous donne la parole tout de suite. Merci, Monsieur le Président. Les questions sont diverses. Je vais essayer de répondre peut-être à la suite des intervenants. S'ils me le permettent, M. Durin évoquait les moyens de l'État. Je rappellerai des faits tout à fait vérifiables dans le budget exécuté. 2010, année d'élection régionale, 189 millions d'euros prévus pour les élections. 2015, 261 millions d'euros prévus pour les élections. 2021, 328 millions d'euros prévus pour les élections. C'est-à-dire que le budget des élections a plus que doublé en 10 ans pour organiser ces scrutins. Il ne me semble pas que ce soit une question de moyens de l'État, bien au contraire, et ils ont été largement au rendez-vous. J'évoquerai d'ailleurs le fait que, mais Monsieur le sénateur Richard vient de le dire, la commission Combrexel qu'on a mis en place justement avec l'ensemble des groupes politiques dont certains d'entre vous sont présents, et je serai très heureux de la commission d'enquête, Monsieur le Président, ce qui permettra de fournir l'intégralité des comptes rendus où on verra que cette question a été peu, voire à ma connaissance, pas abordée, notamment par les forces politiques, les associations d'élus ou les élus qui y siégeaient, dont certains sont ici, ce qui prouve qu'effectivement l'anticipation est assez difficile comme toujours, mais je voudrais saluer le travail évidemment de M. Combrexel, comme vous l'avez évoqué. Je voudrais d'ailleurs souligner
à votre commission que la plupart des pays qui nous entourent ont reporté leurs élections en 2021. L'Italie, la Finlande, l'Autriche, le Chili, la Croatie, la Pologne, la Serbie, pour parler que des pays qui avaient des élections en 2021 et qui sont démocratiques et qui sont les plus proches de nous. Vous évoquez pourquoi l'État n'est pas capable de tenir ce qu'il a fixé, c'est-à-dire les doubles scrutins. Je rappelle que c'est le Parlement qui a souhaité le double scrutin. J'étais moi-même parlementaire à l'époque. Nous avons été un certain nombre à voter contre, d'ailleurs. Et puis, je constate aussi que c'est le Parlement qui, avec les associations d'élus, avec une grande partie des maires de France, a souhaité de tenir ces élections qui ont été par 2 fois reportées. Et je me permettrai de souligner au sénateur Caner que sur les législatives partielles, ont été reportées 3 fois. Monsieur Bas, pardon de vous dire que vous dites une bêtise. 2008 n'a pas été une année de double scrutin. Elle a été une année de scrutin municipal et pour la moitié de la France, de scrutin cantonal. Pour la première fois... Mais qui dit une bêtise, monsieur le ministre? Non, mais je crois que c'est bien vous, monsieur Bas, si vous me le permettez. D'ailleurs, personnellement, vous parlez de la sincérité du scrutin. N'étant pas juriste comme vous et n'ayant jamais eu d'élection pour ma part annulée, je ne sais pas, vous pensez, quelle était la sincérité du scrutin pour telle ou telle organisation de vote. Mais en 2008, il y a bien eu, d'une part, la moitié de la France qui est connue des cantonales et les municipales. Pour la première fois, l'intégralité du pays avait des cantonales et l'autre... enfin des départementales, pardon, et l'autre des régionales, notamment pour l'organisation du scrutin. Président de bureau vote tenu par les agents de la préfecture. Isoloir. C'est plus facile de le faire quand un département prête à l'autre que lorsque l'ensemble des départements connaissent ce double scrutin. Donc je répète que depuis 1986, notre pays n'avait pas organisé de double scrutin. C'est un défi logistique très important qui a été tenu, et en partie par les maires de France, en très grande partie par les maires de France. Le sujet n'étant pas l'organisation tant du scrutin que la distribution de la propagande, qui est bien l'objet principal de notre, me semble-t-il, discussion. Et donc, je le répète, on pourra le revérifier, c'est assez aisé, que lorsque la moitié du pays n'organise pas un double scrutin, c'est plus facile d'organiser que quand tout le pays organise un double scrutin, pardon, de cet apparent bon sens. Je voudrais effectivement dire au sénateur Wadeled que sur les critères de choix, ce sont des critères qui étaient à 40%, comme depuis l'appel d'offres existe, pour l'offre technique et 60% le prix. Pourquoi ? Parce que c'est le point principal de l'évocation, et ce n'est pas très nouveau dans l'appel d'offres qu'a fait le ministère de l'Intérieur, c'est à peu près le cas de tous les appels d'offres publics, et singulièrement pour les élections. La double difficulté qu'a le ministère de l'Intérieur, c'est d'une part, il y a une position monopolistique de la Poste, dont plusieurs rapports ont d'ailleurs démontré que les prix qui étaient faits par la Poste, dont je rappelle ici que la privatisation de la Poste, qui a été l'objet, me semble-t-il, d'attaques qu'on a eues au Parlement sur pourquoi Adrexo, pourquoi il y a eu un marché public, indépendamment de la directive. Là aussi, je le dis, puisque M. Bas évoquait que M. Jospin avait bon dos, la privatisation de la Poste a été faite dans les années 2010. Bon, de société qui, aujourd'hui, a une difficulté très forte, malgré son grand professionnalisme, c'est la chute du courrier, ça a été évoqué dans son modèle économique. Et donc cherche évidemment un certain nombre d'autres débouchés. Et le ministère de l'Intérieur, je n'étais pas ministre à l'époque, mais je veux bien en endosser toute la responsabilité, puisque M. Caner en appelle quasiment à ma démission parce que la propagande n'a pas été distribuée. J'en assume toute la responsabilité. Il n'y a aucun problème, je suis le ministre de l'Intérieur. En tout cas, M. Caner, permettez-moi de penser que ce scrutin s'est tenu dans des conditions tout à fait acceptables. Et alors, je constate, bien sûr, je constate par ailleurs qu'il a été surtout reposé sur les agents de la préfecture, les agents du service public et les agents des communes qui ont, de façon extrêmement loyale à la volonté du législateur du gouvernement, organisé ce scrutin dans des conditions sanitaires très complexes. Et chacun le constate ici, que n'ont pas fait les autres pays. Mais je veux dire au sénateur Wadeled que la difficulté principale, c'est que nous avions un opérateur qui était la Poste, qui, comme il était monopolistique, faisait des prix qui, sans doute, n'étaient pas très conformes, me semble-t-il, au service que la puissance publique, quels que soient les gouvernements, ont demandé. Et nous avons vu d'un bon œil, mais collectivement, depuis l'ouverture de la concurrence, un deuxième acteur. Il n'y en a malheureusement qu'un deuxième. Et ce deuxième acteur qui a été validé dans sa compétence par l'ARCEP a peut-être un problème important, c'est qu'il y a trop de sous-traitance. C'est peut-être le problème principal de notre situation, me semble-t-il. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas plus que ça charger la société Adrexo, qui pourtant est celle qui est l'objet des images que vous avez évoquées, Monsieur le Président, et dont je ne retire absolument pas les fautes. J'étais moi-même l'occasion de dire que la société Adrexo avait eu des responsabilités très fortes dans cette société, dans cette difficulté, mais elle a aussi des personnes dont c'est le travail, dont c'est le métier, qui habitent sans doute vos communes, vos départements, et qui sont sans doute très touchés par la mauvaise publicité qu'on leur fait, même si elle est juste, je ne le sous-estime absolument pas, et qu'on en tirera toutes les conséquences demain ou après-demain. Que prévoit le marché ? Il prévoit évidemment que si le marché n'est pas
exécuté conformément, on puisse revenir sur une clause. Voilà. Et peut-être que ce sera la conclusion qu'on en tirera tous, mais je ne veux pas le faire avant le second tour des élections. Chacun le comprendra. Et en attendant de voir les mesures de redressement que prendra la société Adrexo. Le président Sueur évoquait très justement le 9% de plis non distribués pour la Poste. C'est le même montant de plis non distribués pour la société Adrexo. La seule difficulté, c'est que dans certains endroits, la différence entre départements, si je sens cette moyenne de 9, bien distribuée et mal distribuée, est beaucoup plus importante pour la société Adrexo que pour la société La Poste. Si je prends un autre exemple, la société La Poste, quand elle distribue le courrier et qu'elle ne trouve pas les personnes qui sont allocataires de ce courrier dans l'immeuble dans lequel ils vont notamment distribuer ce courrier, elle reprend les plis. Ce qui n'est manifestement pas le cas de la société Adrexo, qui les a laissés sur place, qui les a parfois mis dans des poubelles, qui les a parfois, Monsieur le Président l'a évoqué, brûlés. Bon, le président Adrexo a présenté ses excuses au ministère de l'Intérieur, il l'a écrit, mais il est évident que les taux que nous avons, et nous fournissons tous les tableaux parce que le ministère de l'Intérieur a évidemment suivi cette distribution, est le même montant, même si nous constatons que dans les territoires urbains, j'ai eu l'occasion d'évoquer la Lozère et Seine-Saint-Denis, mais je peux prendre évidemment les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, on est quand même à 13% de non-distribution. Voilà, donc se pose la question, effectivement, à l'intérieur de ce chiffre de 9%, Monsieur le Président Sueur, les différences qu'il y a, et ces différences sont plus grandes pour la société Adrexo que pour la société La Poste. Nous avons bien volontiers que, effectivement, la société Adrexo nous a fait savoir le 24 avril qu'elle avait subi une attaque informatique sans nous dire quelle était l'ampleur de cette attaque informatique. Nous ne considérons pas que cette attaque informatique, par ailleurs, a pu être la seule responsable de ce que nous avons vu. Je pense que si vous convoquez, j'ai compris que c'était votre choix, les deux sociétés vous expliqueront davantage quel a été l'objet de cette attaque informatique et comment ils l'ont résolu et comment ça a empêché une partie de distribution de ce courrier de propagande. Monsieur le sénateur Canadouche évoque le vote par correspondance. J'essaie d'avoir beaucoup d'humilité, mais je ne comprends pas la démonstration qui veut que si on se pose la question de l'efficacité de la distribution de la propagande, alors le vote par correspondance serait plus efficace, puisque par définition, il est voie postale. Donc peut-être qu'il faut qu'on en discute. D'abord, la France, elle a eu le vote par correspondance jusqu'en 1975. Et c'est le législateur qui a souhaité l'annuler, pour des raisons qui tiennent à la démocratie française, en ce cas-là, me semble-t-il, de plus respectable, qui est l'intimité du vote et la garantie absolue du secret pour ne pas avoir de commande familiale, communautaire, patriarcale du vote. Donc, en soi, la modernisation du vote est un intérêt pour tous. Je constate d'ailleurs que peu de pays l'ont mis en place. Quelques grandes démocraties, c'est vrai. Les États-Unis, l'Angleterre, dont on ne peut pas regarder les taux de participation comme étant particulièrement plus forts que les nôtres. Ils sont en général moins importants que les nôtres, à l'exception de l'Allemagne, qui a mis en place le vote par correspondance, parfois de manière plus généralisée, parfois même un second tour totalement par vote par correspondance. Mais je pense que c'est là l'intérêt des réflexions que nous pourrions tous avoir. Comment on garantit à la fois une plus grande facilité du vote, tout en garantissant absolument le secret de l'isoloir? C'est quand même une question intéressante. Je constate d'ailleurs que souvent les partis politiques qui font des votes par Internet, par correspondance, beaucoup remettent en cause les résultats lorsqu'ils ont perdu ces élections à l'intérieur de ces partis. Et je constate d'ailleurs que les Français de l'étranger qui ont parfois voté par correspondance, une grande partie des votes ont été annulés par le juge de l'élection, considérant qu'ils n'étaient pas conformes justement à la sincérité du scrutin. Donc je ne pense pas que la modalité de vote soit la seule responsabilité de l'abstention. Voilà, je pense que évoquer simplement les modalités, et qu'il faut sans doute réfléchir, moderniser, améliorer le vote électronique, imaginons, peut-être est tout à fait possible, mais ça ne résoudra pas profondément le sujet de l'abstention, qui est un problème plus politique, plus profond que la modalité. J'attire d'ailleurs l'attention des législateurs que l'ANSSI, justement, désormais, nous empêche de renouveler les communes qui ne font pas le vote par correspondance, le vote électronique, mais le vote électronique dans le bureau de vote, les machines à voter. Les machines à voter, parce que l'ANSSI a considéré que les attaques informatiques étaient trop nombreuses, et dans des communes très importantes, Le Havre par exemple, je regarde la sénatrice qui m'a déjà saisi sur ce point, ici Limoilino par exemple, c'est l'ANSSI elle-même, notre gendarme informatique, qui nous empêche, qui souhaite nous empêcher le renouvellement de ces machines. Nous avons trouvé une solution pour les scrutins qui arrivent, mais profondément, je pense que le DG d'ANSSI serait très heureux d'expliquer pourquoi il oblige le ministère de l'Intérieur à ne pas renouveler ce matériel, où il y a des sociétés d'ailleurs qui sont de moins en moins nombreuses à proposer ce genre, c'est contre-intuitif, de vote. Donc pour répondre au sénateur qui est intervenu, je pense que le débat de la modalité de vote et du vote par correspondance est un débat qui se pose, évidemment, mais il ne me paraît pas si évident que ça, vu les enjeux à la fois logistiques, de sécurisation,
mais bien évidemment aussi de vote dans l'intimité de chacun. En tout cas, c'est ma conviction profonde. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer devant le Parlement. Un certain nombre d'autres questions ont été posées. J'en ai oublié, pardon, la question de la sénatrice Kuckerman. Si elle veut bien, elle pourra me la reposer. Je considère personnellement que oui, le secrétariat général et le ministère de l'Intérieur a suivi effectivement le déroulement du scrutin dans des conditions qui n'étaient pas faciles parce qu'il y a eu des reports d'élections, bien évidemment. Bien sûr qu'il a une part de responsabilité en tant que responsable du marché, sans aucun doute. Je crois que ces responsabilités ont été exercées. Je pourrais fournir tout document à votre commission ou à la commission d'enquête si vous décidez effectivement de la créer avec grand plaisir. Et nous constatons que les explications proposées par les sociétés ne nous ont jusqu'à présent pas convaincus non plus, Monsieur le Président Bas. Pas convaincus non plus. Si demain le Parlement souhaitait que nous reprenions en régie un certain nombre de choses, notamment pour assurer le service public des élections, moi personnellement je n'y verrais pas d'inconvénient. Acceptons alors de considérer que la propagande électorale à l'organisation des élections ne doit pas être soumise à la concurrence, ce à quoi je crois le ministère de l'Intérieur serait assez heureux puisque ça permettrait de remuscler évidemment les préfectures. Sur la distribution du week-end, je dis au sénateur Darnaud, ça me semble-t-il toujours été le cas. Il y a toujours eu des distributions de propagande, y compris le samedi après-midi. Je n'ai pas l'expérience de chacun ici, mais ça fait quelques années quand même que je me présente à des élections. Il m'est arrivé de constater que mes propositions de foi ont parfois été distribuées le samedi après-midi. Ce n'est pas... Et c'est même à regretter, monsieur le sénateur. Voilà. Et toute la question est dans la réponse de monsieur Richard, si vous me permettez. Une semaine entre deux tours, 5 jours ouvrés, alors qu'on dépose ces documents de propagande, vous le savez bien, le lundi soir en préfecture, le lundi midi au plus tard pour votre imprimeur s'il est sympathique. Parfois même les gens, vous le savez bien, écrivent leur profession de foi avant le premier tour. Logistiquement parlant, avouez que ce n'est simple pour personne. D'ailleurs, je constate que vous-même, vous l'avez évoqué sur les propositions du Sénat, vous avez plusieurs fois dit sur les imprimeurs, sur les routeurs, sur les distributions, qu'il y avait un sujet de logistique. Et je crois qu'effectivement, nous sommes une des seules démocraties aussi à n'avoir que 5 jours ouvrés entre deux tours. D'abord, nous ne sommes pas toute démocratie à 2 tours d'élection, vous le savez bien, et par ailleurs, on n'a que 5 jours d'ouvrés entre les 2 tours. Donc évidemment, cela pose un certain nombre de questions logistiques. Le temps supplémentaire serait sans doute un gage de meilleure efficacité de distribution. Qu'est-ce qui a été mis en place ? Pour la première fois, l'intégralité des professions de foi de tous les candidats au départemental et au régional est mis en ligne sur tous les sites de la préfecture. Ils ont d'ailleurs été extrêmement consultés. Pour la première fois, la e-procuration a été mise en place, le fait de ne pas pouvoir se déplacer quand on fait une procuration. 262 000 procurations ont été mises en place pour ce scrutin départemental et régional. Quand on voit le taux de participation, on peut considérer que c'est quand même plutôt une réussite à la fois informatique et d'efficacité. Alors il reste encore le moment où la personne doit aller se présenter elle-même devant l'officier d'état civil, de police judiciaire, mais c'est un débat éternel de savoir si on fait confiance ou pas à la procuration. Est-ce qu'on doit reconnaître ou pas cette personne ? Est-ce que c'est la mairie qui doit le faire ? Est-ce que c'est un agent qui n'est pas un agent municipal ? Je ne vais pas revenir sur les quelques sujets d'annulation d'élections, voire d'enquête pénale qui existent sur la situation des procurations, mais il faudra bien régler à la fin ce problème de savoir si quelqu'un de neutre doit voir physiquement cette personne. Peut-être qu'on a une solution, je le dis au président de la commission et à vous tous, sur la carte d'identité électronique que nous avons mis en place. La carte d'identité électronique, parce qu'elle a une puce, parce qu'elle ressemble, vous l'avez vu, à une sorte de permis de conduire, de carte bleue, permet sans doute de lutter bien plus contre les usurpations d'identité. Et peut-être que demain, avec un terminal qui vous est propre, peut-être un terminal même, on peut imaginer un terminal dans les services publics sans avoir d'agent, y compris de façon nocturne, dans les gares, on peut tout imaginer, on puisse identifier numériquement la personne. Mais ça pose un triple problème. Qu'est-ce qu'on met dans cette carte d'identité électronique ? Dans le débat qu'on a eu ici et à l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui souhaitaient avoir juste une pièce d'identité et pas d'autres informations qui vous concernaient, pour des raisons propres à la CNIL évidemment et propres au RGPD. Est-ce qu'on accepte l'identité numérique, qui est un sujet absolument passionnant, mais qui pose des tas de problèmes, évidemment, de liberté publique, comme en Estonie, par exemple. Et est-ce qu'on accepte que ça vaut l'identification d'une personne ? Mais tant que vous n'aurez pas réglé la question de savoir comment on vérifie l'identité d'une personne sauf à la voir physiquement, on sera toujours buté sur un certain nombre de problèmes, même si on les a largement simplifiés. J'en terminerai par dire, Monsieur le Président, et pour répondre aux questions, en m'excusant par ailleurs si je ne suis pas le plus convaincant pour le second tour, qu'encore une fois, je crois que les sociétés font aujourd'hui le maximum, et singulièrement la société Adrexo qui est la plus concernée,
pour améliorer la distribution de la propagande, il est évident qu'il n'y aura pas 100% de distribution de propagande pour dimanche prochain en 3 jours. Ce serait absurde de le promettre. Mais qu'il y ait une amélioration absolument générale, que par ailleurs on puisse mettre à disposition les propagandes pour ceux qui ne les ont pas reçues, puisque un certain nombre de dispositions sont prises concrètement dans les territoires les plus touchés, notamment les territoires les plus urbains. Et qu'on puisse faire connaître davantage que toutes les professions de foi sont mises en ligne sur tous les sites des préfectures et sous-préfectures de tous les candidats, même si évidemment ça ne vaut pas le papier que vous évoquez. C'est tout le travail que fait le ministère de l'Intérieur en reprenant, si j'ose dire, la main sur des marchés dont je rappelle qu'ils relèvent de plus de 200 millions d'euros et dont nous sommes en droit, me semble-t-il, de demander aux sociétés concernées qu'elles les accomplissent. Et nous en tirons donc toutes les conséquences si elles ne les accomplissent pas. Merci, Monsieur le Ministre. Simplement pour rappeler que la question de Mme Kuckerman relevait principalement des conditions d'emploi des personnes qui travaillent pour le compte de la société que l'on a évoquée tout à l'heure, et notamment des conditions d'emploi très précaires, de fait et en conséquence de la compétence des personnes pour assurer la qualité de la distribution. Oui, Monsieur Bas voulait reprendre la parole, et puis ensuite je vous la redonne, et puis ensuite on lèvera l'audition. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez été tellement occupé à contester le fait qu'il y ait eu en 2008 des élections cantonales et des élections municipales que vous en avez oublié de répondre à mes questions. Je vous les répète. À combien évaluez-vous le nombre d'électeurs qui n'ont pas reçu les professions de foi ? 9%. Et deuxièmement, si c'était à refaire, que feriez-vous pour éviter ce genre de sinistre démocratique ? Merci, Monsieur le Ministre. Il me semble, alors pour Mme Kuckerman, elle a raison de dire qu'il y avait beaucoup de sous-traitance à la société Adrexo, et parmi cette sous-traitance, c'est essentiellement soit des vacataires, soit des intérimaires, soit des agents d'insertion. Pour ceux qui connaissent la société Adrexo, qui distribue parfois des documents qui sont électoraux, municipaux, puisque beaucoup de communes, je l'ai constaté d'ailleurs, ont des appels d'offres avec la société Adrexo, ce qui montre sans doute la confiance que cette société parfois a pu inspirer à tel ou tel élu. Il y a effectivement des clauses d'insertion, et peut-être que moi je ne devrais pas juger de travail d'insertion, chacun sait que c'est un beau mode de travail qui demande plus d'encadrement, et que c'est pas facile de distribuer le courrier, que c'est un métier très difficile, et que effectivement peut-être que c'était quelque chose de sous-estimé, et que voilà, la société Adrexo pourra fournir évidemment l'intégralité de sa composition de force du travail, comme dirait l'autre. Pour Monsieur Bas, je pense avoir répondu, Monsieur Bas, en tout cas sur le premier point, puisque j'ai évoqué avec le président sûr que des deux côtés, des deux sociétés, c'est 9% de plis non distribués. Si on part du principe, c'est le taux général du ministère de l'Intérieur, quelles que soient les élections, même si on peut imaginer que ça évolue un peu vu la mobilité des personnes. Que sur ces 9%, la moitié sont un taux résiduel. Les gens qui ont déménagé dans l'année, les gens qui n'ont pas fait leur déclaration de changement, parce que parmi l'une des difficultés, il n'y a pas d'obligation de déclarer son changement d'adresse électorale, contrairement à son changement d'adresse tout court, c'est-à-dire peut-être un des problèmes de notre droit électoral aussi. Si on part du principe des gens qui sont décédés, si on parle des gens qui refusent le courrier et qui font NPAI eux-mêmes parce qu'ils sont en marge de la société, par exemple, si on parle de gens qui n'ont pas de boîte aux lettres, c'est le cas notamment, vous le savez bien, dans le territoire ultramarin, on pense à un certain nombre de territoires comme la Guyane, par exemple, c'est à peu près la moitié qui a un taux résiduel. Donc il y a, on peut considérer entre 4 à 5%, en tout cas moi c'est ce que nous constatons, de gens qui auraient dû recevoir cette propagande électorale d'après les chiffres qui ont été déclarés par les sociétés. Les sociétés nous ont déclaré toutes les deux qu'il y avait 9% de plis non distribués. La moitié, c'est normal. L'autre moitié, manifestement, dépend de difficultés des sociétés. Après, y a-t-il des gens qui n'ont pas fait remonter ces informations et que les sociétés nous donnent un chiffre trop minoré ? Je pense que c'est ce que nous devons regarder. En tout cas, c'est ce que nous regarderons au ministère de l'Intérieur. Qu'aurait-il à changer ? Je vais vous dire, Monsieur le Président Bas, je ne crois pas qu'il y ait eu grand-chose à changer quand je suis devenu en responsabilité, comme mon prédécesseur l'était. Puisque la difficulté principale, Monsieur le Sénateur Bas, c'est le principe de la mise en concurrence par appel d'offres avec une société qui, manifestement, n'était pas à la hauteur du marché qu'on lui a proposé. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé, je vous ai fait une solution, peut-être que vous n'avez pas entendu, c'est que je suis d'accord, moi, pour que nous puissions législativement considérer que la propagande électorale ne doit pas relever du domaine concurrentiel. Et que nous puissions considérer que soit c'est une régie, ça n'a finalement pas été jamais, puisque la Poste, qui était une entreprise publique entièrement, travaillait toujours pour l'État. Ça n'a pas été les agents de préfecture, il y a 40 ans, qui distribuaient les plis. Mais la Poste était le service public, si vous me permettez cette expression. Donc je serais favorable à ce que nous puissions considérer qu'il n'y a pas de concurrence à avoir dans la distribution de la propagande électorale. Et vous y avez vu une attaque pour le Premier ministre Jospin, ça n'en était pas une. Je considérais simplement qu'on aurait pu imaginer qu'en dehors de la directive service postal, on aurait pu sortir la propagande électorale. D'ailleurs, il y a eu des débats, vous le savez bien, en ce moment. Donc je pense que si le droit était ainsi écrit,
notamment législativement, cela serait tout à fait conforme au ministère de l'Intérieur et pourrait ainsi, je veux bien répondre évidemment à toutes vos questions, je porte tous les péchés qu'on veut bien me faire porter, avouez que je ne dirige pas les sociétés évoquées, même si évidemment nous sommes ceux qui avons écrit le marché. Deuxième sujet, monsieur le Président Bas, je crois qu'il faudrait qu'on accepte l'idée que ceux qui ne veulent pas recevoir la propagande électorale, comme les gens mettent stop pub devant leur boîte aux lettres, puissent le recevoir de manière électronique s'ils le veulent. Et qu'on garde un exemplaire papier s'ils ne le veulent pas et recevoir directement. Je pense que ça allégerait à la fois les coûts et l'efficacité, notamment le fait que vous recevez, quand vous avez 5 personnes qui votent dans votre maison, 5 plis électoraux multipliés par 2. Quand il y a 2 tours de scrutin, avouez que chacun se pose des questions écologiques et de bilan carbone quand il les reçoit. On pourrait imaginer d'ailleurs qu'il y a des différences dans les familles et que chacun veut le recevoir, de lire ces documents et les garder parce qu'il les collectionne ou parce que ça les intéresse. On peut tout à fait le comprendre. On pourrait imaginer qu'au moins la famille dise « moi je préfère recevoir des documents pour la famille et pas que pour moi ». Troisièmement, monsieur le sénateur Bas, moi je considère personnellement qu'il faudrait que la loi mette une date, comme il y a des dates et des heures de dépôt de liste aux préfectures. Le code électoral a prévu qu'il y ait l'horaire de dépôt de liste à la préfecture, ce qui fait que je ne peux pas, même si j'essaye d'être extrêmement sympathique avec tel ou tel candidat, de la majorité ou de l'opposition, si quelqu'un dépose à 18h02 sa candidature, la loi m'interdit de leur donner raison. Bon. Donc je pense qu'il faudrait des dates dans la distribution pour telle ou telle élection, en disant voilà, c'est une semaine avant, 15 jours avant, il faudrait en décider de savoir quel est le meilleur moyen pour la participation, afin peut-être d'assurer un moment de rattrapage par la société ou par l'État si jamais on n'a pas reçu la propagande. Premièrement, cette date n'existe pas et donc on ne peut pas l'imposer aux missionnaires du marché. Deuxièmement, il me semble qu'il faudrait que nous réfléchissions tous au temps entre 2 tours de scrutin, ce qui permettrait d'être, à mon avis, plus efficace, y compris quand il y avait des ratés. Troisièmement, je crois que ce qui serait le plus efficace, bien évidemment, ce serait de pouvoir considérer que lorsqu'on distribue la propagande électorale, on puisse la mettre à disposition aussi des électeurs, y compris le jour du vote. Les documents seuls, officiels, qui sont ceux que, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur Caner, le bulletin de vote dans la poche pour les personnes qui ont envie de le garder, ou qui pourraient le consulter. Après tout, on consulte bien les affiches, dont certains peuvent mettre un certain nombre de textes, s'ils le souhaitent, vous le savez bien, à l'entrée du bureau de vote. Pourquoi ne pourrions pas trouver les professions de foi pour s'isoler, pour les regarder, si on n'avait pas la possibilité de les voir? Chacun pourrait les voir électroniquement, pourrait les voir en papier dans chacun des bureaux de vote. Donc des propositions, il y en a. Je ne suis pas certain, monsieur le Président, et je suis tout à fait prêt à y répondre, puisque je me suis intéressé à cette question dès ma nomination, que nous aurions pu changer grand-chose, vu les décisions dictées par les mesures sanitaires, et dont chacun se rappelle à l'époque la grande question qui se posait pour la tenue de ces scrutins, et dont j'ai rappelé que beaucoup de nos pays voisins avaient reporté ces élections. Je ne suis pas certain que nous aurions pu faire absolument mieux avec les impositions de marché et les règles sanitaires qui nous étaient imposées. Merci, monsieur le ministre. J'ai 2 dernières questions très courtes. Monsieur Hay, 1 minute. Madame Herbier, 1 minute. Pas plus. Merci, monsieur le Président, monsieur le ministre, chers collègues. Elle sera extrêmement courte. Je crois que le sujet qui nous rassemble ce matin, c'est de se dire qu'effectivement, en cas de défaillance dans l'exécution d'une prestation, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a la partie qu'avait évoquée notre collègue Philippe Bas, c'est de se dire est-ce que le cahier des charges était assez précis. Mais il y a aussi une autre obligation, c'est celle des entreprises qui s'engagent dans le marché public. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut toujours dire que c'est la faute de l'État, mais je crois que les entreprises qui s'engagent, ne serait-ce que par équité pour les entreprises qui ont été déboutées lors du marché, je pense que c'est valable aussi dans les marchés publics, dans les travaux publics, etc. Quand on obtient un marché, ne serait-ce que par décence par rapport aux entreprises qui n'ont pas eu le marché, il faut être en mesure de pouvoir réaliser la prestation demandée. Donc, quand bien même le marché est obtenu, je pense qu'il y a une conscience professionnelle aussi qu'il faut avoir. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est la faute du gouvernement ou de l'État, mais je dis qu'obtenir un marché est une chose, mais être en mesure de l'honorer en est une autre. Merci, madame Herbier, 1 minute. Oui, monsieur le ministre, moi j'aurais voulu vous poser une question concernant la production de documents. A-t-on un retour sur les difficultés des entreprises à produire les documents? On a tous été candidats un jour ou l'autre, on a toujours eu des problèmes avec les imprimeries qui étaient vraiment dans des timings très serrés pour produire les documents. Est-ce que vous avez des retours sur des problèmes concernant justement les lourdes commandes, et d'autant que ça va être entre les 2 tours, il y aura très peu de temps pour elles produire ces documents? Merci madame Herbier. Je donne la parole au ministre qui ensuite quittera la séance, mais je demande au commissaire de rester. Nous avons encore 2 points à l'ordre du jour à évoquer. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Bon, je ne reviens pas sur l'évocation précédente de monsieur le sénateur. J'attire l'attention une nouvelle fois sur le fait qu'il n'y a que 2 sociétés qui peuvent répondre par l'ARCEP à l'appel d'offres. Et nous sommes soumis à concurrence. Donc, par définition, il y en a une des 2 qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Et les 2 gagnent, forcément, puisqu'on doit allotir les lots. Donc, en fait, vous êtes condamnés,
a donné à ces deux sociétés, dont les deux sont validées par une autorité administrative indépendante, qu'est l'ARCEP, la distribution. Donc pour répondre à la question que vous ne posez pas de la responsabilité du marché, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en cause, comme celle de M. Bas, par nature, je suis obligé en tant que chef de l'administration, puisque M. Kader m'invite à mes responsabilités, à constater qu'il faut faire une concurrence qui m'est imposée par la loi et d'allotir forcément des marchés. Donc il n'y a que deux sociétés qui peuvent répondre et dont on peut donner qu'aux deux le marché. Donc par définition, le choix est assez limité. Et si j'en suis aujourd'hui à dire ni la Poste ni Adrexo doivent travailler, alors je ne peux pas distribuer la propagande électorale en tant que ministre de l'Intérieur. Ce sera le cas de tous les ministres de l'Intérieur, de tous les gouvernements de la République, sauf à changer les règles prévues par la loi. Donc évidemment, ça n'empêche pas qu'il y a des clauses qui permettent de ne pas payer totalement la société, de leur appeler à des obligations, de leur faire une mauvaise publicité. Avouez que ce n'est pas très positif pour ces sociétés. Mais une fois qu'on a dit ça, à la fin des fins, si on ne travaille pas une des deux, il y aura une partie de la propagande qui ne sera pas distribuée. Et ça pose quand même un sujet très important. Nous préparons dès maintenant l'élection présidentielle. J'oserais dire d'ailleurs que lorsque le Parlement ou le président de la République souhaite un référendum à une date, je prends par exemple le référendum de Nouvelle-Calédonie, qui est aussi un défi logistique extrêmement important, évidemment le ministère de l'Intérieur y travaille depuis des années. Et ces crédits, comme les organisations, ne sont pas faits quelques semaines, quelques jours, chacun sans doute, d'un scrutin. Donc je comprends ce que vous dites, monsieur le sénateur. Je suis juste bloqué par une concurrence qui n'en est pas une, puisqu'il n'y a que deux sociétés qui ont été validées et les deux doivent gagner. Voilà, c'est le problème que le ministre de l'Intérieur a aujourd'hui. Pour répondre à Mme L'Herbier, et M. Darnaud l'a évoqué, bien sûr, comme à chaque fois, il y a des tensions. Elles ont été résolues à ce scrutin. Je ne crois pas qu'il y ait un candidat qui puisse dire qu'il n'a pas pu avoir accès à son imprimeur, à son papier. Mais il y a trois problèmes. Le premier, c'est la qualité particulière du papier qui est édictée de façon réglementaire, depuis longtemps, un papier d'un certain grammage, un papier d'une certaine écologie. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand les candidats s'y prennent au dernier moment, et c'est leur choix le plus strict, puisqu'ils ont le droit de se présenter au dernier moment, la vérité, c'est qu'indépendamment des documents de propagande électorale, il y a des documents en grand nombre, à double scrutin, c'est encore pire si j'ose dire, qui doivent être produits avec un nombre d'imprimeries qui ont tendance à descendre en nombre, puisque vous le savez bien qu'il y a de moins en moins de papier, et par définition, il y a de moins en moins d'imprimeries. Et que par ailleurs, beaucoup de candidats veulent, et c'est bien, imprimer en France. Oui, mais le fait est que quand ils impriment en France, effectivement, il y a un assaut des commandes dans les imprimeries, chacun le sait. Donc à chaque fois, c'est tendu. Et c'est tendu notamment par les délais qu'impose le code électoral aux candidats, et notamment entre les deux tours, premièrement. Deuxième sujet, la difficulté que nous avons, c'est effectivement aussi celui du routage. Celui du routage, il est d'autant plus compliqué lorsque, si je prends l'exemple du second tour notamment, encore une fois, comment ça se passe normalement dans la vie des candidats des cantonales et des départementales et des régionales, ils ont dû, dans leur société de communication, voire d'imprimerie directe, valider pour midi, lundi, leurs documents électoraux, qui ont dû être imprimés dans la soirée de lundi soir, apportés dans les lieux désignés par les préfectures et sous-préfectures le mardi matin, mis sous pli, de scrutin, routés, et envoyés directement aux électeurs. C'est-à-dire que les sociétés ont quand même, grosso modo, 48 heures pour distribuer l'équivalent d'une journée entière de courrier, comme si chaque Français recevait 2 lettres le même jour. Ça n'arrive pas tous les jours, vous en conviendrez. Troisième sujet, il y a eu pendant la crise du Covid, et ça vous le voyez avec vos entrepreneurs localement, une crise générale de matières premières, dont le papier, dont l'encre. Et donc c'est rajouté à la difficulté habituelle des délais et du papier déjà, la difficulté de recevoir ce papier dont la plupart n'est quand même pas produit en France. La filière bois, je ne vais pas faire la honte de le rappeler, évidemment, le sénateur qui s'intéresse depuis longtemps à ce sujet est compliqué en France. Et ce papier souvent est importé en France. Dans le cadre, évidemment, de la crise Covid, il y a eu une pénurie de papier et d'encre. Mais cependant, à ma connaissance, Madame la sénatrice, il n'y a pas eu de ce genre de difficulté. Mais cela a été effectivement tendu. Ça crée également, je vous rappelle, une tension sur les prix, dont l'État a fixé en partie réglementaire les montants de remboursement, qui ne correspondent pas toujours, il faut bien l'avouer, aux prix pratiqués par les imprimeurs. Donc une sorte par ailleurs de concurrence qui est parfois un petit peu malsaine, il faut bien l'avouer, et il n'y a pas de monopole, vous le savez bien, pour l'imprimerie. Je terminerai, Monsieur le Président, par dire que j'ai aussi beaucoup de remontées des sénateurs sur... On a dû donner les résultats des départementales dans les mairies à la sous-préfecture et des régionales à la préfecture. Et il y a parfois eu des différences entre 20-30 km entre les deux. Je rappelle aussi que c'est législatif et que le gouvernement souhaitait revenir sur ça en donnant tout à la préfecture. Mais à la demande de l'ADF et une partie du Sénat, nous avons accepté l'idée qu'on puisse donner au chef-lieu de canton les résultats du canton et au chef-lieu de région, ou en tout cas de la préfecture de département, les résultats de la liste départementale régionale.
Tout ça allait très bien jusqu'au jour où on organise des doubles scrutins, puisqu'on n'a pas changé la disposition. Donc nous, on a gardé évidemment l'idée que le chef-lieu de canton reste le lieu où on centralise les résultats du canton, notamment les listes électorales, notamment les résultats, et au chef-lieu de département, la question régionale. Faudra-t-il l'adapter sans vexer les chefs-lieux de canton? Je ne le sais pas. Ayant été maire d'une ville qui est chef-lieu de canton, très heureux de recevoir les résultats centralisés. Mais il faut avouer que dans les départements qui ne sont pas urbanisés, comme peut l'être ma commune, les gens n'ont pas toujours compris dans les communes rurales pourquoi on faisait 30 km d'un côté avec des résultats et 45 km de l'autre côté pour les autres résultats. Merci, Monsieur le Ministre. On vient de me signaler que Mme Goulet n'avait pas eu sa réponse sur la perte de chance. Je pense qu'il est utile peut-être d'y revenir, eu égard au fait que, effectivement, compte tenu du volume de propagande qui n'a pas été distribuée, y a-t-il une perte de chance pour un certain nombre de candidats? Alors, le président Combrexel, comme les analyses du ministère de l'Intérieur, montrent qu'à notre avis, il n'y a pas il n'y a pas de difficulté pour la sincérité du scrutin, d'altération. D'ailleurs, il y a plusieurs jurisprudences. Il y a plusieurs jurisprudences du Conseil d'État qui évoquent des distributions non distribuées du tout, des communes qui, par exemple, je rappelais la commune d'Annecy, par exemple, qui n'avait eu aucune propagande, et le Conseil d'État a toujours considéré qu'il ne s'agissait pas de difficultés profondes de sincérité du scrutin. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence ce matin. De nombreuses questions et nous allons continuer naturellement de travailler au Sénat sur le point particulier que nous venons de vivre, ces difficultés. Merci à vous. Je demande au commissaire de rester simplement quelques instants.